mécanisme que la commission de la CEDEAO n'a jamais activé, c'est le recours en manquement. Le recours en manquement est un mécanisme qui a été mis en place dans le cadre de la CEDEAO pour que lorsqu'un État manque à ses obligations communautaires, que la Commission puisse traîner cet État-là devant les instances politiques et à défaut devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et les règles sont claires. Les règles sont claires au niveau de la communauté. Très, très claires. Et puis même l'acte additionnel sur les sanctions contient des dispositions sur ce que la Commission peut faire vis-à-vis d'un État qui manque à ses obligations. C'est très clair. Chers auditeurs de Enjeux d'Afrique, on se retrouve. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, on va parler de la sortie de la CEDEAO sur la crise en cours au Togo. Vous savez, beaucoup ont trouvé que l'organisation a été trop complaisante avec le régime togolais. On va en discuter avec un spécialiste qui a désormais l'habitude de cette chaîne, avec qui nous parlons souvent des questions liées à la CEDEAO. Ibrahima Kane, l'analyste sénégalais, qui est un observateur averti des questions liées à l'organisation ouest-africaine. Monsieur Kane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir une fois de plus invité à votre programme. Votre compatriote, le député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, a estimé que cette organisation n'a rien fait concrètement pour mettre le doigt sur les 7 morts qu'il y a eu dans les dernières manifestations au Togo. Il a dit, je le cite, qu'à chaque fois qu'il y a une crise dans un pays, on a comme l'impression qu'il y a un communiqué standard auquel on change juste le pays et la date. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Il a totalement raison et je suis vraiment d'avis avec lui que le communiqué que la CEDEAO a publié à l'issue de ces 3 jours de manifestation au Togo est un communiqué vraiment timoré. Timoré dans le sens où il y a eu des morts, dans le sens où on a la manière dont les gens là sont décédés, on les a repris dans les fleuves, en tout cas dans les cours d'eau, dans les cours d'eau. Cela veut dire que ces personnes-là ont été jetées dans les cours d'eau. Et le Togo, c'est aussi un pays qui, depuis quelques années, est celui dans lequel la population se soulève contre son gouvernement, se soulève pour le respect des libertés, se soulève pour un minimum de droits pour les citoyens. Et la CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, a l'obligation de faire respecter l'état de droit, de faire respecter les droits de l'homme et d'agir dans le sens d'une meilleure relation entre les citoyens et leur gouvernement. Mais elle ne fait rien de tout cela. Et c'est ce qui fait vraiment qu'il y a une sorte d'apathie, une sorte de rejet de la CEDEAO. Je ne sais pas si vous le savez, Karl, récemment, Afrobaromètre a fait un sondage au Togo et dans quelques pays de la région concernant l'idée que les gens se font de l'institution régionale. Mais le Togo est le premier pays où presque à 70%, les Togolais ont rejeté la CEDEAO comme organisation qui les défend en disant qu'elle a laissé la population à son sort face au gouvernement autoritaire. Guy Marius Sagna a aussi dénoncé le mutisme du Parlement de la CEDEAO et de la conférence des chefs d'État. Est-ce que c'est des prérogatives de ces structures de l'organisation de faire des communiqués, de se prononcer sur de telles crises ? Bien sûr que oui, parce qu'il s'agit au fond du respect des règles communautaires. Le Togo dit à bien ratifier les textes de la CEDEAO sur la démocratie, sur la bonne gouvernance. Le Togo est parti à tous les instruments juridiques de la CEDEAO et donc les institutions de la CEDEAO ont pour mandat premier de faire respecter les règles communautaires, de défendre l'ordre juridique communautaire, de faire en sorte que tous les pays vraiment agissent de sorte que la communauté, les citoyens de la communauté vivent en bonne intelligence avec leur gouvernement. Mais si ils n'arrivent même pas à pointer du doigt les actes commis par le gouvernement togolais
contre sa propre population, bon, je me demande qui va pouvoir le faire. Non, mais est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de la commission d'intervenir, de se prononcer sur la crise comme il a été le cas? Oui, tout le monde doit agir. Parce que c'est quoi le Parlement de la communauté? Le Parlement de la communauté, c'est les députés qui représentent les citoyens de la communauté au sein de l'instance régionale. Donc, ils ont leur mot à dire, ils ont leurs droits. Vous vous rappelez, presque chaque année, les parlementaires sillonnaient la région pour savoir comment la libre circulation est respectée, c'est-à-dire pour voir de manière très concrète comment les droits des citoyens sont respectés. Donc, s'ils peuvent se déplacer et aller aux frontières et autres, mais pourquoi ne pas dire, en tout cas ne pas se prononcer sur ce qui se passe à Lomé, qui est connu de tout le monde, la presse nationale, la presse internationale en a fait cas. Pour la Commission, je pense que ce n'est pas la première fois. Il y a dans les règles communautaires un mécanisme que la Commission de la CEDEAO n'a jamais activé, c'est le recours en manquement. Le recours en manquement est un mécanisme qui a été mis en place dans le cadre de la CEDEAO pour que lorsqu'un État manque à ses obligations communautaires, que la Commission puisse traîner cet État-là devant les instances politiques et à défaut devant la Cour de justice de la CEDEAO. À bien vous comprendre, M. Khan, la commission de la CEDEAO a les pouvoirs et aurait pu poursuivre l'État togolais pour les 7 morts qu'il y a eu dans les manifestations des 26, 27 et 28 juin. Tout à fait, tout à fait. Et les règles sont claires. Les règles sont claires au niveau de la communauté. Très, très claires. Et puis même l'acte additionnel sur les sanctions contient des dispositions sur ce que la communauté peut, en tout cas ce que la commission peut faire vis-à-vis d'un État qui manque à ses obligations. C'est très clair. Comment la Commission peut-elle poursuivre l'État togolais? Expliquez-nous un peu le mécanisme. Il s'agit d'un recours qui existe dans toutes les communautés d'intégration qui s'appelle un recours en manquement. C'est-à-dire un recours qui est dirigé contre les manquements qui ont été observés dans l'action ou l'attitude d'un État. Alors dans ce cas, par exemple, la Commission de la CEDEAO aurait pu demander au gouvernement togolais qu'il lui fournisse un certain nombre d'informations sur ce qui s'est passé. À la limite, envoyer une mission d'information au niveau du Togo. Si cette mission d'information va au Togo, présente ses conclusions à la Commission et que la Commission, dans ses conclusions, constate que les autorités togolaises ont violé un certain nombre de règles communautaires, la première chose, c'est de demander aux autorités de corriger ces questions-là, ces violations. Et si maintenant les autorités togolaises, d'une manière ou d'une autre, refusent ou traînent à vraiment mettre les choses à l'endroit, maintenant la Commission a les prérogatives que lui donne le droit communautaire de porter cette affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et la Cour de justice de la CEDEAO va pouvoir dire au gouvernement togolais, il y a 1, 2, 3, 4, 5 choses, 1, 2, 3, 4, 5 choses que vous devriez faire pour respecter l'ordre communautaire. Et ces choses-là, vous devez le faire. Et il donne un délai au gouvernement togolais. Et maintenant, à la Commission de suivre le respect par le Togo de ces délais-là et de ces obligations-là. Et c'est comme ça que les recours en manquement se font au niveau international. Et dans la quasi-totalité des cas, je dois vous dire que ça a toujours permis à la Commission de faire respecter le droit communautaire et à la Commission au fond, de faire triompher l'état de droit. Et c'est ce qu'on attend d'une commission comme celle de la CEDEAO vis-à-vis de l'état du Togo. Est-ce que la CEDEAO n'est pas dans une position plutôt très délicate avec le Togo, dont on connaît le rapprochement avec les États de l'AES? On a entendu il y a quelques mois le ministre des Affaires étrangères dire que les populations togolaises pouvaient opter à se rattacher à l'AES. Est-ce que ce n'est pas un dossier, ce n'est pas une patate très chaude pour la Commission de pousser dans les cordes le Togo? Non, mais vous savez, le Togo est peut-être le dernier exemple de toute une série de faits qui ont eu lieu dans la région et pour lesquels la CEDEAO n'a rien fait. Rappelez-vous que la CEDEAO a même été chassée de la Guinée-Bissau pour avoir osé
ouais, pour avoir osé demander au président de discuter de la date de l'élection présidentielle à venir. Vous savez, regardez ce qui se passe en République de Guinée. On a arrêté, même si la Guinée est aujourd'hui suspendue, mais la Guinée reste un État membre de la CEDEAO. Il y a 2 membres de la société civile qui ont disparu depuis 1 an. 1 an, et ils ont disparu dans des conditions qui mettent en cause les forces de sécurité de ce pays-là. Et je peux multiplier les autres exemples. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La question de la nationalité du principal dirigeant du parti politique de l'opposition. Oui, du PDCI, Tidjane Cham. Du PDCI, Tidjane Cham. Vous avez vu la CEDEAO agir, vous avez vu la CEDEAO faire quelque chose. À titre de comparaison, regardez ce que, à l'époque où Tandian voulait organiser un 3e mandat, ce que Ibn Chambas, en tant que président de la commission, avait fait. Il avait mobilisé toutes les instances de la région, à commencer par le président de l'institution, à l'époque qui était le président du Nigeria, pour faire plier Tandian. Et quand Tandian a persisté dans son refus, finalement, un coup d'État l'a emporté. Et 1 an après, la situation était redevenue normale au Niger. Je pense que ces exemples-là nous montrent que si l'organisation veut, si l'organisation a un leadership vraiment fort, ce leadership-là peut jouer son rôle et peut faire respecter l'ordre communautaire dans la région. Mais actuellement, le leadership est aux abonnés absents, malheureusement. Ibrahima Kane, clairement, est-ce que la CEDEAO a encore de l'avenir avec tout ce que vous venez de citer comme rendez-vous manqué, la Guinée-Bissau où le président a renvoyé une délégation de la CEDEAO, le Togo où l'organisation n'a pu pratiquement rien faire, la Côte d'Ivoire où les choses ne semblent pas s'arranger en direction de la présidentielle d'octobre prochain, une organisation qui est amorphe, muette à la rigueur. Est-ce qu'elle a encore de l'avenir? Oui, mais vous savez, ce qui arrive à la CEDEAO, c'est en grande partie ce qui arrive aujourd'hui aux Nations Unies, c'est ce qui arrive c'est ce qui est arrivé à l'Union africaine. Ces institutions régionales, on peut les condamner, on peut peut-être dire qu'ils ont mal agi dans telle ou telle chose, mais c'est des institutions qui sont nécessaires, mais qui ont besoin de temps en temps de se faire un petit lifting, de temps en temps de changer vraiment de direction. Pour ce qui est de la CEDEAO, vous vous rappelez, après les années 90 où le monde était devenu plus ou moins unipolaire avec la chute du mur de Berlin, la CEDEAO a été obligée de changer totalement de structure, de manière de fonctionner, mais aussi même de règles, avec le traité révisé de 1993. Et donc, je pense que, étant à la croisée des chemins aujourd'hui, avec toutes les crises, tous les problèmes qu'il connaît, la CEDEAO a besoin de changer. Et de changer, mais en toute profondeur. On a 50 ans d'expérience aujourd'hui à mettre sur la table. Il y a des avancées, comme il y a des reculs, il y a aussi des problèmes. Donc c'est dans ce processus-là que beaucoup d'organisations de la société civile ouest-africaine sont aujourd'hui engagées, en profitant du cinquantenaire de la CEDEAO pour vraiment mettre sur la place publique les problèmes que rencontre la CEDEAO et surtout demander qu'on passe d'une CEDEAO des chefs d'État, d'une CEDEAO des États, à une CEDEAO des peuples. Parce que, qu'on le veuille ou pas, cette région, les peuples s'aiment les uns les autres. Les peuples sont de connivence pratiquement tous les jours. Si vous regardez, malgré le départ des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens, mais les peuples continuent de les recevoir, de les considérer comme des frères et sœurs et de travailler avec eux. Donc on a besoin aujourd'hui de vraiment lancer cette organisation, de faire en sorte que les peuples puissent mieux peser sur le fonctionnement de cette organisation de manière à ce qu'on évite les problèmes qu'on a connus aujourd'hui. Parce que si les peuples avaient la possibilité de vraiment peser sur le fonctionnement des institutions, je suis persuadé que le président togolais n'aurait pas manipulé la Constitution comme il le voulait. Je suis persuadé qu'en Guinée,
on aurait dit où se trouvent nos deux frères qui ont été, comment dirais-je encore, arrêtés. Qui ont été enlevés. Vous voulez parler de Fonike Mengue. Voilà, enlevés. Fonike Mengue et Biloba, c'est leader du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Alors, tout à fait. Ibrahima Kane, cette CEDEAO, oui, on parle beaucoup de la CEDEAO des peuples, mais dans une organisation où la conférence des chefs d'État est l'organe suprême, est-ce que ce n'est pas une utopie de parler de la CEDEAO des peuples? Mais dans le fonctionnement des organisations internationales, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de bons exemples. Aussi bien en Asie, aussi bien en Amérique latine qu'en Europe. L'essentiel, c'est qu'on ne doit plus avoir une conférence des chefs d'État toute puissante. Il doit y avoir un équilibre dans le fonctionnement de ces institutions-là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équilibre, par exemple, entre le Parlement de la CEDEAO et la conférence des chefs d'État, ou bien entre la Cour de justice de la CEDEAO et la conférence des chefs d'État et le Parlement. L'idée, c'est de rééquilibrer les rapports, les relations entre ces différentes institutions. Par exemple, faire en sorte que les membres du Parlement de la CEDEAO soient élus au suffrage universel par tous les citoyens de la CEDEAO. Ça, c'est possible. Et que ce Parlement-là puisse voter le budget de la CEDEAO, que ce Parlement-là ait un droit de regard sur ce que fait la commission de la CEDEAO, comme ça se passe dans beaucoup d'autres organisations internationales. Si on met en place ces mécanismes-là, ça va peut-être changer le rapport des forces, ça va peut-être changer la manière dont ces organisations-là font leur travail. Parce que si la présidence de la commission de la CEDEAO est en face de la toute-puissance de la conférence des chefs d'État, elle ne fera que ce que les chefs d'État voudront. Mais si elle sait que aussi bien les chefs d'État que les parlementaires ont aussi un droit de regard sur son fonctionnement, que les parlementaires ne vont pas voter son budget, là, le président de la commission va peut-être repenser sa manière de se comporter vis-à-vis des problèmes que la région rencontre. C'est ce rééquilibrage-là qu'on souhaite mettre en place et on espère que pendant cette année de célébration du cinquantenaire, tout va être mis en œuvre pour qu'on puisse au moins avoir la possibilité pour les citoyens de désigner leurs représentants au Parlement et que le Parlement ait des pouvoirs réels. Quand je dis pouvoir réel, pouvoir de sanction, pouvoir de voter la loi et pouvoir aussi d'organiser des enquêtes, de faire des missions et de sanctionner les États. Et ça, je pense que ça doit être possible parce que ça se fait ailleurs dans le monde. Alors, Ibrahima Kane, oui, ça doit être possible, mais est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que cette réforme peut être concrète un jour? Je vous prends l'exemple de cette directive que certains présidents avaient voulu instaurer dans les tests de la CEDEAO, c'est-à-dire la limitation des mandats à 2. On en parle depuis bientôt 10 ans, mais jamais on est arrivé à le faire. Pourquoi vous pensez que la CEDEAO des peuples qu'on attendait depuis 2020 viendrait finalement? Oui, mais parce que c'était entre eux. Ils ne discutaient qu'entre eux. Et donc, comme ils fonctionnaient sur le principe du consensus, donc dès qu'il y a un ou deux ou trois qui sont contre, le consensus étant rompu, ils ne peuvent pas arriver à adopter une décision. Mais si, par exemple, on demandait à ce qu'un texte pareil soit voté par le Parlement de la CEDEAO, vous voyez que le problème serait réglé, parce que là, c'est la voix de la majorité qui compterait. Et donc, les chefs d'État seraient obligés de faire appliquer ce texte-là. Je pense que, et c'est en ce sens que le rôle de la population me paraît ici essentiel. Si l'on veut qu'on évolue, il faut que la population, au nom de laquelle tout ce travail-là est fait, ait son mot à dire. Il faut que les représentants de la population... Monsieur Kane, vous avez mentionné le nom de Guy Marie. Oui. Monsieur Kane, quand vous parlez du Parlement de la CEDEAO, c'est comme si vous ne maîtrisez pas les réalités politiques de nos pays. Les députés comme Guy Marius Sagna, il n'en a pas beaucoup au Parlement de la CEDEAO. Oui, mais la manière de les élire, c'est ça qui va totalement changer.
Quand on va élire les membres du nouveau Parlement, ce sera au suffrage universel direct dans tous les pays. Ce sont les populations qui vont directement voter pour choisir ces députés de la CEDEAO et non, ces députés, et ce ne seront pas seulement les Sénégalais. Ce ne seront pas seulement les Sénégalais qui vont voter à Dakar. C'est tous les Ouest-Africains, membres ressortissants des pays de la CEDEAO qui se trouvent au Sénégal auront le droit de voter. Donc ça va complètement changer les dynamiques. On ne sera plus dans les dynamiques de partis politiques internes et autres. On ne sera plus dans les dynamiques de structures nationales. Ici, on sera au niveau de la région. Donc il faut savoir raison garder et penser que si on met en place de tels mécanismes, vous allez voir, ça va beaucoup transformer aussi bien la composition de ce Parlement-là, mais ça va aussi changer les relations que ce Parlement-là va avoir avec l'exécutif de la CEDEAO et avec la Commission. Ibrahima Kane, la société civile a un rôle à jouer dans ces réformes en cours pour redonner du souffle à l'organisation qui semble actuellement pratiquement dépassée par les événements. Qu'est-ce que l'organisation a confié à la société civile ouest-africaine comme rôle à jouer dans les réformes prévues? Alors, la société civile ouest-africaine n'a pas attendu qu'on lui confie un rôle. Elle est une société civile active dans la sous-région. Elle a pris ses responsabilités. Depuis, on est à la troisième ou quatrième réunion que la société civile tient depuis le début de l'année pour se mettre d'accord sur une démarche à adopter pour élaborer un document de réforme de la CEDEAO. La dernière réunion a eu lieu à Dakar il y a juste un mois. Et je pense que de ce point de vue-là, nous sommes vraiment dans la bonne voie et je pense que d'ici 2 à 3 mois, on commencera à rédiger notre propre texte de réforme de la CEDEAO, nos propres normes, et qu'on va utiliser pour négocier avec les instances de la CEDEAO dans les mois à venir, puisque la CEDEAO elle-même dit qu'elle va se transformer. Ça, c'est la première chose que la société civile est en train de faire. Et le travail n'est pas seulement fait au niveau régional. Il y a des organisations qui travaillent aussi au niveau national pour vraiment recueillir le maximum d'informations, le maximum de positions au niveau national pour pouvoir les transmettre au niveau sous-régional et au niveau des mécanismes que nous avons mis en place. De ce point de vue-là, je n'ai pas d'inquiétude, d'autant plus qu'on a même commencé à accueillir en nos seins des acteurs qui par le passé ne jouaient pas leur rôle. Par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les milieux d'affaires, on travaille beaucoup avec les clubs CEDEAO qui essaiment un peu partout, particulièrement dans les universités des pays africains. On commence à parler avec les universitaires africains qui réfléchissent sur ces questions d'intégration économique. Et on travaille aussi avec tous ces transporteurs, en tout cas tous ceux qui travaillent aux frontières et autres, pour vraiment donner vie à cette intégration sous-régionale. Donc l'idée, c'est de recueillir le maximum de points de vue, c'est de travailler pour que tout le monde se retrouve dans le texte que nous allons produire. La deuxième chose que la société civile est en train de faire, parce que, comme vous le savez, il y a 3 pays de la CEDEAO qui ont décidé de faire bande à part. Nous tous savons que ce processus de séparation a été décidé au sommet. On n'a jamais consulté les peuples de ces 3 pays-là pour savoir s'ils voulaient rester ou pas au niveau de la CEDEAO. Nous avons décidé de continuer à travailler avec les organisations de la société civile de ces pays pour que, lorsque les conditions seront réunies, qu'il y ait un retour rapide à la maison mère. Donc, en définitive, M. Kane, dans la société civile de la CEDEAO, vous espérez toujours le retour à la maison des pays de l'AES? Tout à fait, tout à fait. On n'a jamais pensé que les organisations avec lesquelles nous travaillons au Niger, au Burkina Faso et au Mali sont des organisations qui sont hors CEDEAO. Nous tous, nous continuons à nous nourrir de l'esprit CEDEAO de 1975 et de 1993. Nous tous continuons à travailler pour que cette région-là soit la région qui est en Afrique, celle qui travaille vraiment inlassablement pour
l'intégration sous-régionale sous toutes ses formes, économiques, politiques, sociales et culturelles, parce que ces peuples-là, depuis des millénaires, vivent ensemble, se fréquentent, ont les mêmes agendas, vivent les mêmes préoccupations, les mêmes situations, et donc ils doivent travailler ensemble pour faire avancer la cause du développement, pour faire avancer la cause de l'intégration et autres. On ne pense pas que ces militaires-là, quelle que soit par ailleurs leur puissance du côté des armes, qu'ils vont pouvoir nous imposer un mode de vie, une façon de faire qui sera différente de ce que les peuples eux-mêmes voudront. On ne le pense pas et nous travaillons en tant que société civile pour faire triompher les idées du panafricanisme, les idées de l'intégration régionale ouest-africaine. Merci infiniment à vous, Ibrahima Kane, acteur de la société civile ouest-africaine et observateur averti des questions liées à la CEDEAO. Merci d'avoir été notre invité sur Enjeux d'Afrique. Merci de m'avoir invité pour une fois encore.